Bon, je m'appelle Pierre Constantin, je suis entré dans le domaine de l'asile en 1985 et j'y ai travaillé jusqu'en 2018, c'est-à-dire pendant 33 ans. J'ai eu plus de 20 contrats différents là-dedans, donc j'ai à peu près fait à peu près tout. Presque toutes les fonctions possibles dans la migration, dans le domaine de l'asile dans le canton de Vaud, je les ai connues ou pratiquées. Sur le début, je suis engagé alors que je suis encore à l'université, mais je travaille dès 1985 comme veilleur. C'est une fonction qui n'existe plus maintenant. Et puis rapidement, on me propose un travail d'assistant social. Je l'accepte en partiel sur le même site. Je suis passé à la prévoyance sociale qui cherchait quelqu'un pour gérer des foyers, un espèce de travailleur social itinérant dans le canton qui allait dans les endroits un peu improbables où il y avait des foyers de requérants d'asile. Il faut savoir qu'à cette époque-là, essentiellement, c'était des hommes seuls, jeunes. Il y avait un plein emploi, il y avait beaucoup donc les gens travaillaient. C'était surtout deux ethnies qui dominaient le truc. C'était donc des Sri Lankais d'origine tamoule et puis des Turcs d'origine kurde. J'ai toujours connu des infirmières à cette époque-là qui venaient tel soir, c'était prévu, puis entre 17 et 20 heures, et puis elles pratiquaient, enfin elles recevaient les gens qui désiraient voir quelqu'un. Alors parfois c'était de la bobologie, c'était aussi quand même de la détection déjà, et parfois de l'orientation sur un médecin, sur une spécialité, sur quelque chose comme ça. Mais je dirais que les sociaux et les infirmiers travaillaient de façon juxtaposée, mais pas vraiment liés. Crise de l'ex-Yougoslavie, 91 c'est la Slovénie, rapidement la Croatie, ensuite on aura Bosnie-Herzégovine, puis finalement à la fin des années 90, 98, 99 c'est la guerre du Kosovo, et là c'est complètement d'autres populations. Et ces populations qui arrivent sont composées ont des compositions familiales très différentes. On commence à avoir des enfants, des femmes et des enfants, et puis des grands-parents. Et donc on a vraiment des populations différentes qui ont aussi été marquées par les traumas de la guerre, de la migration forcée, de l'exode, je dirais. Et ça ouvre de nouvelles problématiques au niveau médical auxquelles, je dirais, la structure habituelle que nous connaissions auparavant ne répondait plus. On était débordés. Il faut dire qu'en 1990, juste avant le début de la guerre du Kosovo, il y a aussi un énorme flux qui arrive sur 2 mois. Juillet-août 1990, c'est toute l'Afrique de l'Ouest, Nigeria et Ghana d'abord, et là toutes les structures cantonales sont débordées. C'est plus personne sait rien faire, on met des gens dans des salles de gym. C'était vraiment l'échec de la politique en place à ce moment-là. Et la décision sera prise à l'État de donner le mandat à un seul acteur. Et ce sera dès le 1er février 91, à peu près en même temps que la guerre en ex-Yougoslavie, la Croix-Rouge qui aura l'entier du mandat sur le canton de Vaud, et non plus des partages entre la prévoyance sociale et et là ça change, et ça veut dire que un acteur, eh bien, il a le problème, et donc le problème médical, sanitaire, va se poser à lui, et il devra effectivement prendre des dispositions différentes. On s'occupe beaucoup d'hébergement, on ne sait plus trop comment héberger les gens, on ne sait pas trop comment faire, et le travail devient plus difficile, donc on se dit, ah voilà, il y a d'autres problématiques, je dirais, d'action sociale qui nous submergent comme travailleurs sociaux travaillant dans l'asile.
mi-94, le mandat de la Croix-Rouge est terminé et créé la Fareas. À partir de là, la Fareas, où on va chercher des gens, un encadrement qui est totalement extérieur à l'asile. C'était intéressant parce que ça a amené un regard neuf et donc peut-être de casser un peu les vieux réflexes territoriaux comme ça des sociaux, et ça a été une première bascule intéressante. Et à ce moment-là, il y a une réflexion sur la mise en place peut-être d'un service infirmier qui se fera dans la Fareas, qui sera le SSIF, le service des soins infirmiers de la Fareas, qui se mettra en place. Il y a l'introduction de la LAMAL au 1er janvier 1996. Le premier assureur avec qui on va travailler, qui va prendre l'entier de la couverture d'assurance de tous les requérants d'asile du canton, sera la FAMA, et la FAMA aura des exigences notamment de gatekeeping et infirmier pour essayer de maintenir les coûts, de tenir un petit peu ça. Ensuite, il y aura le processus 2 ans plus tard, le 1er janvier 98, ce sera un nouveau contrat mais avec la CSS. On professionnalise plus, véritablement. Il y a la création aussi au sein de la Fareas d'un bureau qui s'appelle Farmed, qui sera justement Fareas médical. Ça a été créé de façon un petit peu soudaine comme ça, et en 1 mois à peu près on a mis en place les choses, et j'étais chargé de mettre en place ce service. Il faut dire que la Fareas, enfin l'histoire de la migration jusqu'à la dissolution de la Fareas et la création de l'IVAM, c'est aussi l'histoire d'une quête de légitimité pour les travailleurs sociaux dans une perspective d'être justement légitime et d'être une autorité face à n'importe quelle institution politique ou judiciaire. Il y avait un peu une méfiance. Il faut dire aussi que, en tout cas personnellement, je ressentais assez fortement une médicalisation de la problématique que nous estimions, nous, purement sociale, purement migratoire, sociale, sociologique, politique, mais pas encore vraiment médicale. Il y avait presque une défiance, une lutte pour un territoire, voilà, c'était un peu reptilien comme réflexe, mais ça l'était. En tout cas, je le vivais aussi comme ça, et c'était. Je voyais la nécessité, mais j'étais pas du tout convaincu par les solutions qui m'étaient proposées ou présentées. J'entendais la problématique sanitaire, elle était importante, mais je la voyais pas comme un processus de médicalisation de la thématique. Je veux dire, pour moi, je ne pouvais pas parler d'un migrant juste avec le langage médical. C'était pas son identité pour moi. Nos problématiques étaient autres. Il faut dire que quand on travaille dans l'asile, j'ai travaillé donc 33 ans dans l'asile, c'est un travail de conviction parce que personne n'est jamais content de ce que vous faites. Les caritatifs disent que vous êtes que vous êtes trop dur avec ces populations, et la droite dure, musclée, autoritaire, dit que nous étions dans le laisser-aller, que nous étions des gauchistes, voilà, et tout, et que c'était pas sérieux, et que voilà, qu'il y avait rien. Et c'est vrai que il y avait aussi une sorte de marasme administratif qui fait que notre parole était difficilement convaincante. La Fareas va connaître 2 crises internes organisationnelles et de conduite. Une première en 99-2000 avec le licenciement du directeur de l'époque, la nomination d'un administrateur par le Conseil d'État. Donc c'est un administrateur externe qui vient, puis un deuxième, puis un troisième, on va en connaître 3.
qui assure une espèce de direction, gestion, mais c'est pas des profils de politique sociale. Enfin, c'est vraiment de l'administratif et financier pur et dur. Ensuite est engagée une nouvelle direction, et cette direction engagée en 2000 et en 2004 nouvelle crise avec le conseiller d'État de tutelle, où à nouveau il y a un désaccord sur la façon de financer l'asile, et ça débarquera aussi par le licenciement du directeur de l'époque. Et à ce moment-là, c'est vraiment un commis de l'État, quelqu'un qui a été secrétaire général de département, qui est vraiment vraiment un commis de l'État dans le sens noble du terme, qui est envoyé, qui est nommé comme directeur, et lui, immédiatement, il vient avec un projet. On crée une loi qui fondera l'EVAM, un établissement cantonal de droit public, comme l'université, voilà. Et ce moment-là va être un moment charnière important. Et donc fin 2004 et tout 2005, il y a, je crois, 12 groupes de travail internes qui vont travailler sur toutes les problématiques, on va décortiquer, on va mettre en place une organisation qui démarre le 1er janvier 2006, et la loi qui va fonder, la LARA, date de cette époque. Et à partir de ce moment-là, tout change. À savoir que les travailleurs sociaux que nous étions, et qui étions presque illégitimes, en tout cas nous n'avions pas la légitimité de dire ce qui était, d'avoir un discours sur la migration. À partir de ce moment-là, on devient une autorité d'assistance. Ça veut dire plus de responsabilité aussi, à savoir que comme responsable de l'unité d'assistance, je signais environ 5000 décisions par mois, des décisions administratives qui peuvent être contestées jusqu'au tribunal fédéral. À partir de là, pour moi, notamment, je suis à quinzaine. Je viens sur le site du CHUV, à la PMU, pour des rencontres, pour échanger, pour voir ce qui se passe sur les deux terrains, parce que d'une part il y a l'USMI et ça remonte jusqu'à la PMU, et chez nous, les gens dans les foyers, les travailleurs sociaux, les éducs, les surveillants, etc. et tout, qui nous remontent aussi des problématiques, et on peut les traiter, puis on peut surtout les mettre ensemble. Et à partir de ce moment-là, en effet, nous partageons les problématiques des uns comme des autres, et nous élaborons ensemble des solutions. C'est là que naît le Rezami, et c'est effectivement là-dessus, et c'est ça qui va nous fonder ensuite pour véritablement établir des collaborations, chercher, même mettre des projets nouveaux ensemble, comme par exemple l'interprétariat, comme par exemple, dans une certaine mesure, l'unité mobile. Et c'est vraiment une recherche de collaboration et d'entente. Et honnêtement, pour moi, c'était une tribune extraordinaire de pouvoir venir faire part des problématiques que nous avions, et des soucis que nous avions, et des éclairages que le monde médical pouvait nous apporter. Réellement, c'était un plus. C'est une bascule énorme. Ça m'émeut d'en parler d'ailleurs, et c'est vraiment, c'était pour moi, humainement aussi, c'était fort, dans le sens où il me semblait que moi-même j'avais trop tardé à aller vers ces solutions-là. Et ça, c'était... mais au moins nous le faisions. Parfois il y a certaines choses, mais on ne le fait pas, et là on le fait. Et c'était vraiment, vraiment superbe, vraiment très bien de le faire. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai décidé, moi, de sortir de ce monde de façon anticipée, puisque j'ai pris ma retraite à 60 ans, et j'ai décidé de sortir de là. La seule chose, et je me disais,
Il y a une chose dont je me souviendrai tout le temps, c'est ça, c'est cette dernière œuvre commune, c'est Rezami. Et ça, c'était vraiment un truc vraiment super. Vraiment. De conflits, de jeux, etc. Tout, mais c'est comme si à la fin, il y a une sorte de... Pas simplement de raison, c'est comme si la raison, la rationalité et la non-rationalité communiaient enfin pour essayer de se dire on va aller plus loin que simplement notre devoir. Voilà. Il y a peut-être deux choses que sur ces 33 ans passés dans l'immigration, certainement deux choses qui ont pour moi été très importantes. Et cette collaboration, la problématique de l'intégration réussie et la collaboration entre l'autorité médicale et l'autorité d'assistance, c'est quelque chose que je suis fier et content et réjoui d'avoir participé, vraiment. C'est pour moi oui, un bon moment, et je sais que j'étais actif. Parfois j'étais un frein, parfois un accélérateur, on se trompe des fois de pédale, mais j'étais là et j'ai bien vécu. Les hauts et les bas, je les ai bien vécus, je les ai aimés, et je sais que ça, je peux le faire. Aujourd'hui, si on venait me demander de témoigner sur certains aspects de l'asile, honnêtement, je dirais non, je deviens, c'est un peu vieux combattant, quoi. C'est pas terrible, c'est pas moderne. C'est plus dans l'air du temps. Sur cette question-là, dans 20 ans, si je suis toujours vivant et qu'on m'interroge, je serai disponible.